simplement qu'ils méritent plus que ça pour quel travail qu'ils font pour la nation. Et je vais plus loin pour vous dire que je suis personnellement désolé pour notre pays. Ce n'est pas parce qu'une pratique a été faite dans le passé qu'elle devient une pratique correcte. Avez-vous entendu dans d'autres pays qu'on achète des jeeps aux députés nationaux? Et le président de l'Assemblée a été très clair. C'est un cadeau du président de la République qui donne non seulement aux députés de l'Union sacrée, mais aussi aux députés de l'opposition. Et il a même dit qu'à Kingakati se donnait des jeeps entre eux, mais la magnanimité de l'Union sacrée de la nation, à ce point de vue, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, je dis personnellement que nous devons responsabiliser chaque député, chaque sénateur, et personne ne doit trouver des boucs émissaires. Vous avez voté en âme et conscience, et donc vous devez assumer le vote. Il ne faut pas le mettre sur les dos du président du Sénat ou les dos du président de l'Assemblée nationale, à moins qu'on puisse dire que tous ces députés et sénateurs sont des irresponsables. C'est que je ne crois pas. Je sais qu'ils ont agi en connaissance de cause et ils n'ont pas voulu livrer M. Matata Ponyo parce que cela ouvrirait la porte à ce que d'autres sénateurs puissent aller répondre de leurs actes devant la justice. En tant que juriste, en arrive là, je dis tout simplement que nous arrêtons au constat, c'est que les sénateurs se sont protégés. Ils ont utilisé la solidarité négative évidemment, pour pouvoir se protéger. Comme vous l'avez dit, nous sommes aussi d'avis que les sénateurs, beaucoup d'entre eux, ont des comptes à rendre à l'IGF, mais aussi à la justice de notre pays. Et donc, livrer l'un d'entre eux ouvrirait la porte à ce que tous les autres, n'est-ce pas, soient envoyés devant la justice. Mais ce qui est certain, c'est que même s'ils ont protégé M. Matata Ponyo, c'est tout simplement pour un temps. Il finira par ne pas être sénateur. Et le dossier ne va pas se refermer du fait que M. Matata n'a pas été livré. Il finira par répondre de ses actes. Lui, il a toujours dit, comme le Sénat et l'Assemblée nationale pouvaient participer à cette lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Et l'occasion a été donnée à notre Sénat de pouvoir donner son autorisation au procureur général pour entendre M. Matata Ponyo sur la manière dont il avait géré Bukangalonzo, les parcs agro-industriels de Bukangalonzo. Fort malheureusement, les députés ont choisi de le protéger, ce qui constitue non seulement un coup contre l'état de droit, mais c'est une insulte à tout un peuple, parce que les sénateurs sont élus par les députés provinciaux et les députés provinciaux sont élus par le peuple congolais. Ça veut dire en quelque sorte c'est le peuple qui a reçu une gifle très forte de la part des... Bonjour et très heureux de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne Vision Plus Télévision où nous décortiquons l'actualité politique, sociale et économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Très bon début de semaine partout où vous nous suivez. Nous sommes au contact de l'actualité et comme vous le savez, l'actualité est dominée par la non-levée des immunités de sénateurs entre Matata Ponyo et consorts. Cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Voilà pourquoi aujourd'hui pour vous et pour nous, nous sommes venus nous entretenir de la question avec un activiste de 3e âge, le président de la ZADO, en la personne de M. Jean-Claude Kakendi, à qui j'ai dit déjà bonjour M. Jean-Claude. Bonjour. Vous êtes juriste et président de la ZADO. Tout à fait. Comment se porte la ZADO? La ZADO se porte très bien. Et je pense que vous comme nous suivons l'actualité qui concerne plusieurs points qui touchent non seulement à la Constitution mais à la vie publique en République démocratique du Congo. Et la ZADO est au cœur de l'action par rapport à ces questions qui sont soulevées
pour pouvoir donner son point de vue et éclairer les Congolais par rapport à sa position. Ok. Je vais commencer comme ça avec le tweet d'un de vos confrères, il est aussi avocat et activiste de droits humains, j'étais les noms, qui dit que l'État de droit vient de recevoir un coup de massue, un coup dur avec la non-levée des immunités de sénateurs. Malgré la requête du procureur général de la République près de la Cour constitutionnelle, votre ressenti par rapport à cette situation et par rapport à ce comportement de nos sénateurs? Je pense que la République démocratique du Congo a beaucoup souffert de la corruption et du détournement des deniers publics. Aujourd'hui, nous avons un président qui se donne le souci non seulement d'assainir la vie politique, mais aussi d'assainir les finances publiques. Et je pense que sa vision par rapport à la lutte contre la corruption, par rapport au détournement des deniers publics, c'est aussi la manière de voir de tous les Congolais qui estiment que nous sommes sur un pays qui est très riche, mais nous-mêmes, nous sommes très pauvres. Et qu'il faut engager la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics pour que l'État ait suffisamment d'argent à investir dans les questions prioritaires pour les citoyens congolais. Et nous pensions que les institutions comme le Sénat et l'Assemblée nationale pouvaient participer à cette lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Et l'occasion a été donnée à notre Sénat de pouvoir donner son autorisation au procureur général pour entendre M. Matata Ponyo sur la manière dont il avait géré Bukangalonzo, les parcs agro-industriels de Bukangalonzo. Fort malheureusement, les députés ont choisi de le protéger, ce qui constitue non seulement un coup contre l'état de droit, mais c'est une insulte à tout un peuple, parce que les sénateurs sont élus par les députés provinciaux et les députés provinciaux sont élus par le peuple congolais. Ça veut dire en quelque sorte c'est le peuple qui a reçu une gifle très forte de la part des institutions. Et le Sénat s'est montré comme étant une maison qui protège ceux qui détournent les biens de l'État. Comment vous sentez, comment vous analysez cette situation? Y a-t-il une complicité? Parce que avant qu'on arrive au bout de cette requête, il y a eu une commission qui a parlé avec les sénateurs sur la question. Est-ce qu'il y a-t-il eu des tractations à l'interne? Y a-t-il une complicité ou il y a cette sorte d'entraide? Parce qu'il y a plusieurs dossiers, plusieurs ou soit anciens dirigeants du pays se trouvent être au Sénat, le gouverneur, le Premier ministre aussi. Se sentent-ils gênés par cette action? Y a-t-il une complicité ou entraide pour sauver ainsi Matata Ponyo? Non, ce que nous constatons, c'est que d'abord, le Sénat est constitué en majorité des sénateurs de l'Union sacrée. Et ils ont tous dit qu'ils sont derrière la vision du chef de l'État, qui est une vision de faire les choses autrement et de le faire pour le peuple. Voyez-vous? Et donc, nous pensions que les sénateurs allaient tout simplement donner cette autorisation. Mais fort malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et ils ont décidé de protéger leurs collègues. Est-ce qu'il y a eu des tractations? Est-ce qu'il y a eu des tentatives ou des actes de corruption pour que les sénateurs en arrivent là? Je dis tout simplement que nous arrêtons au constat, c'est que les sénateurs se sont protégés. Ils ont utilisé la solidarité négative évidemment, pour pouvoir se protéger. Comme vous l'avez dit, nous sommes aussi d'avis que les sénateurs, beaucoup d'entre eux, ont des comptes à rendre à l'IGF, mais aussi à la justice de notre pays. Et donc, livrer l'un d'entre eux ouvrirait la porte à ce que tous les autres, n'est-ce pas, soient envoyés devant la justice. Mais ce qui est certain, c'est que même s'ils ont protégé M. Matata Ponyo, c'est tout simplement pour un temps. Il finira par ne pas être sénateur
Et le dossier ne va pas se refermer du fait que M. Matata n'a pas été livré. Il finira par répondre de ses actes. Lui, il a toujours dit qu'il est un bon gestionnaire, qu'il n'a rien à se reprocher par rapport au parc de Bukanga-Lonzo, mais on lui donne l'occasion, non seulement d'aller parler aux médias, donner son opinion devant les médias, mais d'aller donner son opinion devant la justice. Je crois qu'il devrait être lui-même la première personne à dire à ses collègues « Laissez-moi partir pour aller donner mon point de vue parce que je ne me reproche de rien. » Mais fort malheureusement, on n'en est pas là. Et donc, aujourd'hui, M. Matata ne peut pas nous dire qu'il a été un bon leader et qu'il a été un bon gestionnaire. Il doit le prouver devant la justice. Ok. Monsieur Jean-Claude Katende, maître, est-ce que vous sentez, parce que vous avez dit, c'est comme si les députés et les sénateurs se sont protégés. Est-ce qu'ils ont comme ça, je pensais comme ça, je pense à haute voix, est-ce qu'ils ont défini un code d'honneur comme une cause à nostra, que l'un puisse protéger l'autre mutuellement? Et si l'Union sacrée est majoritaire au Sénat, vous ne sentez-vous pas qu'il y a une hypocrisie au sein de cette Union sacrée? Nous l'avons toujours dit. Nous l'avons toujours dit. Et ce qu'il faut condamner dans ce pays, c'est que les gens se déplacent en fonction de celui qui a le pouvoir. Ils ont ondulé le président Kabila dans ce pays. Ils ont acclamé pour lui. Ils se sont alignés régulièrement à Kingakati pour répondre aux invitations du président Kabila. Et les jours où il n'a pas le pouvoir, il lui tourne les dos. Donc, manque de sincérité, manque de conviction et manque de responsabilité de la part de beaucoup d'hommes et de femmes politiques en République démocratique du Congo. Je pense personnellement qu'aujourd'hui, ils sont allés vers le président Félix Tshisekedi parce qu'il est en possession du pouvoir. Mais demain, quand le président Tshisekedi ne sera pas là, les mêmes individus se tourneront vers un autre d'entre les Congolais qui aura le pouvoir. Et ils ont toujours fait ça des années en année. Mais il faut qu'à un moment donné, que le peuple congolais se rende compte que nous avons affaire à des hommes et des femmes qui ne sont pas capables de faire avancer notre République et de ne plus leur donner de voix du tout aux élections. C'est pour ça que nous insistons sur une CENI indépendante, impartiale et transparente pour permettre à ce que aux prochaines élections, avec la campagne que nous allons entreprendre contre certains individus qui se sont compromis, qui se sont montrés attirés par la corruption, qui ne sont pas soucieux du sort du peuple congolais, cette campagne va certainement faire en sorte que beaucoup ne reviennent pas. On a besoin d'un souffle nouveau dans les institutions parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre le même et penser qu'on va avoir des résultats différents de ce que le président Kabila avait eu. Alors, vous savez, à chaque échec ou à chaque résultat, on cherche toujours un responsable ou un bouc émissaire. Et alors, comme ça, aujourd'hui, on aurait trouvé un responsable dans la classe politique, bien sûr, dans plusieurs officines politiques. On parlerait de Bati Lukobo comme, entre guillemets, complice et aussi responsable parce qu'il n'a pas pesé de son poids pour ainsi livrer M. Matata Ponyo. Votre analyse par rapport à cette question? D'abord, je pense que c'est quand même malvenu de mettre le président du Sénat en cause. C'est quand même malvenu. Et je considère aussi que c'est un jugement hâtif parce que chaque sénateur est responsable du vote qu'il émet. Et donc, le président du Sénat ne peut pas courir derrière chaque député pour s'assurer de comment il vote sans se compromettre avec les lois de la République. Moi, je considère tout simplement que les sénateurs qui se sont compromis sont évidemment des gens qui sont attirés par la solidarité négative, comme je le disais, qui sont des gens en fait qui ne veulent pas que notre pays avance. Donc, personnellement, je ferai reposer la responsabilité sur chacun des sénateurs individuellement que de la mettre sur le dos du président du Sénat
que j'estime personnellement n'avoir posé aucun acte pour que les choses arrivent de cette façon-là. Ok. Y a-t-il un meilleur management? Parce que vous voyez, c'est presque la même procédure qui a été enclenchée aussi en Assemblée nationale avec le président Bosso Kodapouanga. Mais de l'autre côté, à l'Assemblée nationale, les immunités ont été levées et de l'autre côté, au Sénat, les immunités n'ont pas été levées. Alors, c'est quoi le problème? Y a-t-il un problème de management dans le chef du speaker de la Chambre haute ou basse? Qu'est-ce qui a penché pour que l'un puisse réussir son coup et donc la levée des immunités, je ne dis pas les coups, réussir la levée des immunités et que l'autre puisse échouer dans le même exercice? Je pense que le président de l'Assemblée nationale était clair. Les deux députés qui ont été autorisés d'aller être entendus par le procureur général, leurs immunités n'étaient pas levées. On leur a autorisé seulement d'aller être écoutés. Ça veut dire en d'autres termes que leurs immunités ne sont pas levées. Je ne poserai pas ici le problème de management dans la mesure où le gouvernement avait introduit auprès de l'Assemblée nationale la loi d'habilitation pour lui permettre de prendre certains décrets-lois, mais cette demande a été rejetée par l'Assemblée nationale. Alors que l'Assemblée nationale fait partie de l'union sacrée de la nation et le gouvernement est de l'union sacrée de la nation. À ce point de vue, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, je dis personnellement que nous devons responsabiliser chaque député, chaque sénateur et personne ne doit trouver des boucs émissaires. Vous avez voté en âme et conscience et donc vous devez assumer le vote. Il ne faut pas le mettre sur les dos du président du Sénat ou les dos du président de l'Assemblée nationale, à moins qu'on puisse dire que tous ces députés et sénateurs sont des irresponsables. C'est que je ne crois pas. Je sais qu'ils ont agi en connaissance de cause et ils n'ont pas voulu livrer M. Matata Ponyo parce que cela ouvrirait la porte à ce que d'autres sénateurs puissent aller répondre de leurs actes devant la justice. En tant que juriste, aujourd'hui, en tant qu'avocat, quelles sont les options légales qui sont restées à la portée du PGR, bien sûr, pour contraindre M. Matata Ponyo, le Premier ministre, aujourd'hui sénateur, à se présenter devant la justice? Non, vous savez que le procureur près la Cour constitutionnelle a demandé l'interprétation de l'article, je crois, 107 de la Constitution pour savoir à ce point est-ce que M. Matata peut être poursuivi en tant que Premier ministre ou en tant que sénateur. Et moi, j'ai toujours dit que les faits ayant eu lieu pendant qu'il exerçait en tant que Premier ministre, et il doit être poursuivi pour moi en tant que tel. Donc, c'est une option. On attend la position de la Cour constitutionnelle sur la question. Si la Cour constitutionnelle lève l'option qui doit être poursuivie en tant que Premier ministre, nous pensons que beaucoup de choses vont changer et en ce moment-là, il ne pourra pas bénéficier des immunités parce qu'il n'est plus Premier ministre. La deuxième option qui reste, c'est à la fin de son mandat. Dans 2 ans et demi, il ne sera plus sénateur et donc la justice pourrait revenir sur la question. Qu'en est-il aujourd'hui de la plainte de M. Matata Ponyo contre l'IGF? Il est resté sans suite. Bon, je ne sais pas à quel... Non, je ne sais pas à quel niveau cette plainte se situerait. Mais tout simplement, comme je l'avais dit à l'époque, pour moi, c'était une fuite en avant de M. Matata. Parce que la plainte qu'il porte contre l'IGF ne pouvait avoir de pertinence que s'il il avait comparu devant la justice, qu'il aurait été entendu et que l'action ouverte contre lui soit classée, par exemple, sans suite, ou soit l'action est allée jusqu'à ce qu'elle soit fixée devant un tribunal ou devant une cour et qu'après il est acquitté en ce moment-là, il pouvait se dire je poursuis l'IGF pour imputation dommageable
pour atteinte à ma réputation. Mais dans les cas d'espèce, il ne s'est pas encore défendu devant une justice qui puisse en fait les blanchir. C'est une action que j'estime tout simplement qu'il faut la situer dans le cadre de la diversion de M. Matata et que pareille action, même si moi j'étais président, j'étais procureur général, je pense que je ne l'instruirai pas. Ok, vous êtes juriste aujourd'hui, Matata Ponyo, vous le savez, il vit à Kinshasa presque plus à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, il est souvent toujours à l'extérieur du pays. Et aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler de cette histoire de la prescription. Aujourd'hui, avec les temps qui courent, bon, vous savez, la prescription pour être juriste, pour les détournements des deniers publics, c'est 10 ans. Et si Matata Ponyo s'avérait qu'il s'est retrouvé en dehors du pays et qu'une action en justice était mise, bon, il arrivait à être condamné devant la justice et qu'il s'est retrouvé en dehors du pays, 10 ans ou 15 ans après, il retourne au pays, il retournera libre. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, nous devons nous asseoir avec les législateurs congolais, essayer un peu d'abolir peut-être la prescription, le délai de prescription? Non, je ne pense pas, parce que le délai de prescription, c'est quand même une notion très importante en droit. Parce qu'on souhaite que dans une certaine durée, que la justice soit dite. Parce que quand l'action prend beaucoup de temps, il y a des possibilités de commettre des erreurs. Parce que les témoins disparaissent, les preuves peuvent être détruites ou peuvent être altérées, ce qui fait qu'il y a beaucoup de possibilités que les juges puissent commettre des erreurs. Mais dans le cas de M. Matata Ponyo, le compteur de la prescription ne peut pas être mis en marche parce que la justice est déjà saisie. Donc la justice étant saisie, la justice interrompt la prescription, les délais de prescription. Donc il sera attendu jusqu'à ce qu'il réponde devant la justice. Nous sommes pratiquement presque à la fin, il nous reste 5 minutes pour finir. Nous allons essayer un peu de parler de la CENI. La loi Lutundo vient d'être votée. Un jour, nous étions avec vous au même ligne où vous parlez de la réforme de la CENI et tout ça. Nous voulons une CENI dépolitisée. Mais apparemment, c'est une CENI qui nous revient 85% politisée. Votre analyse par rapport à... Parce que vous étiez dans la marmite, là où s'est préparée cette réforme. Êtes-vous content de cette loi? Non, nous ne sommes pas contents. Nous sommes très déçus de constater que ceux-là qui se sont battus ensemble avec nous sous la présidence du président Kabila pour que la CENI soit dépolitisée, le combat qui a permis, qui a occasionné des pertes en vie humaine, parce que la lutte pour la dépolitisation de la CENI a fait que certains d'entre nous ont trouvé la mort, et que ce soit les mêmes personnes qui s'étaient levées contre Kabila pour la dépolitisation de la CENI, ce soit les mêmes personnes qui soutiennent la politisation de la CENI. Donc notre déception, elle est grande au niveau d'abord de ceux qui défendent cette politisation aujourd'hui et du fait que la CENI est devenue plus politisée qu'à l'époque de Joseph Kabila. Vous avez parlé de 80%. 85%. Oui, mais moi je vous dirais c'est à 99%. Parce que les bureaux de la CENI, à l'époque de Kabila, il y avait 2 personnes de la société civile au bureau et il y avait 2 personnes de l'opposition. Aujourd'hui, nous avons 1 personne de la société civile, 4 personnes de la majorité et 2 personnes de l'opposition. Voyez-vous? C'est que la CENI est devenue... Ça, c'est les bureaux restreints. Parce que... Ça c'est les bureaux. Il n'y a pas de bureaux restreints. Ça, c'est les bureaux. Maintenant, au niveau de la plénière, il y a 5 personnes pour la société civile, 5 personnes pour la majorité et 5 personnes pour l'opposition. Mais le problème fondamental n'est pas à ce niveau de répartition de nombre de places, mais c'est au niveau de pouvoir.
qu'est-ce que la plénière détient comme pouvoir pour influencer les processus électoraux? C'est le bureau qui, même quand la plénière ne se tient pas, c'est le bureau qui gère les élections et qui décide du processus électoral. Donc à ce point de vue, nous considérons que l'union sacrée de la nation est allée en dehors des réformes qui étaient voulues par tout le monde. Parce qu'en fait, on a gardé les mêmes éléments et on ne peut pas s'attendre à ce que nous ayons en 2023 des résultats différents de ceux que nous avons eus en 2018. La CENI reste toujours cette machine, non pas à déclarer les résultats des élections, mais à fabriquer les résultats des élections. Et donc, l'Union sacrée a tout fait pour contrôler la CENI. Parce que tout compte fait, ce sont eux qui ont 9 places au sein des organes de la CENI. Donc, voyez-vous, et s'ils ont au niveau, à un certain niveau, les ralliements de quelques personnes, soit de la société civile, soit de l'opposition, la conséquence sera que la CENI sera totalement contrôlée par le pouvoir en place, ce qui est dommage. Aujourd'hui, ne sentez-vous pas que, même dans l'opinion publique, ne sentez-vous pas qu'il y a une perte de confiance par rapport à la société civile qui est plus politisée que les politiciens eux-mêmes? Parce qu'il n'y a pas, on dit qu'il n'y a pas une société civile qui est vraiment société civile, c'est toujours société civile pro la Mouka, pro Union sacrée, pro catholique, pro protestant, pro... Alors le peuple ne se retrouve plus dans cette société civile. Voilà pourquoi peut-être les politiques ont pris les devants et ils ont voulu s'assumer comme ça. S'il y aura des bonnes choses, qu'ils s'assument, et s'il y a des mauvaises, qu'ils puissent s'assumer au lieu de donner la responsabilité comme il a été le cas avec Maluma, Longoï, Mulunda et consorts qui étaient de la société civile, mais qui en fait ne travaillaient pour les politiques. Oui, mais dites-moi, à l'époque d'Ngoï Mulunda, à l'époque de Maluma, les bureaux étaient composés de quelle manière? C'est ça la question. Les bureaux étaient toujours contrôlés par les politiciens. C'est ça le problème. Donc, on recommence la même chose. Des politiciens pro-société civile, pro-politiciens. Non, je vais en venir. Maintenant, quand on dit que la société civile est politisée, mais la société civile, comme tous les citoyens, nous faisons la politique à un certain niveau. Mais notre ambition en faisant la politique, c'est-à-dire nous occuper de ce qui se passe au niveau de la cité, nous ne nous battons pas pour conquérir le pouvoir. Alors que les politiciens, leur but, c'est de conquérir le pouvoir et de pouvoir le conserver. Ce n'est pas ça l'ambition de la société civile. Et on ne doit pas ignorer qu'au sein de la société civile aujourd'hui, il y a plusieurs personnalités, comme au niveau des confessions religieuses, comme au niveau des organisations de la société civile, des gens sérieux, des gens qui peuvent être indépendants. Mais pourquoi on ne recourt pas à ces gens? C'est parce qu'on a besoin de contrôler les élections. Les gens indépendants, les gens qui peuvent dire non à ceci, dire non à cela, s'attacher aux principes et aux lois, on n'en a pas besoin. Si on en avait besoin, on en trouverait. Parce qu'ils existent. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que toute la société congolaise est corrompue. Non. Donc ça veut dire que dans ce pays ici, il n'y a pas de gens sérieux au sein de la société civile. Je dis non. Les gens sérieux, les politiciens n'en ont pas besoin. Ils ont besoin des gens qu'ils peuvent manipuler, des gens à qui ils peuvent donner de l'argent, qui accepteraient normalement, des gens à qui ils peuvent acheter des jeeps qu'ils accepteraient normalement. Les gens capables de refuser ce genre de choses, on ne les cherche pas. Sinon, ils existent. Maître Jean-Claude Kadede, on finit par ce point. Les 500 jeeps de la discorde. Ce sont des jeeps de corruption, c'est tout ce que je peux dire. N'est-ce pas le droit des élus? Tout le législatif passé, on en a connu ici des jeeps comme ça qui étaient offerts aux députés nationaux pour leur déplacement. Est-ce que forcément ça va être une corruption ou, comme le dit M. Mbosso Kodia, les élus du peuple méritent plus que ça? Méritent plus que ça pour quel travail? C'est ça le problème.
mérite plus que ça pour qu'elle travaille. Vous n'êtes pas satisfait du travail des Non, députés? j'ai dit tout simplement qu'ils méritent plus que ça pour quel travail qu'ils font pour la nation. Et je vais plus loin pour vous dire que je suis personnellement désolé pour notre pays. Ce n'est pas parce qu'une pratique a été faite dans le passé qu'elle devient une pratique correcte. Avez-vous entendu dans d'autres pays qu'on achète des jeeps aux députés nationaux? Et le président de l'Assemblée a été très clair. C'est un cadeau du président de la République qui donne non seulement aux députés de l'Union sacrée, mais aussi aux députés de l'opposition. Et il a même dit qu'à Kingakati se donnait des jeeps entre eux, mais la magnanimité du président de la République, il donne des jeeps à tout le monde. Les restes qu'on fait des communiqués que son cabinet fait pour démentir, pour ceci, c'est tout simplement ce qui veut dire que la corruption s'accompagne toujours des mensonges. Le président de l'Assemblée a été très clair sur cette question. Et donc, on ne voit pas pourquoi le président de la République offrirait des jeeps aux députés nationaux. Et s'il offre des jeeps aux députés nationaux, les citoyens ont besoin au moins de savoir cet argent vient d'où. Parce que cette ligne n'est pas prévue dans les budgets de l'État. Cet argent vient d'où? Le président de la République, c'est un fonctionnaire de l'État. Il peut donner des jeeps aux médecins, non, j'ai dit, aux magistrats, ça serait normal. J'ai dit tout simplement que le président de la République, s'il donne des jeeps aux magistrats, il donne des jeeps aux médecins, les citoyens ont le droit de savoir cet argent vient d'où. Parce que c'est l'argent de l'État. C'est tout. C'est aussi clair que ça. Parce que le président de la République, dans son serment, il dit qu'il est les serviteurs du peuple. Ça veut dire en d'autres termes que le patron du président de la République, c'est le peuple congolais. Et donc, le peuple veut savoir, le président, il tire l'argent d'où? Donc, ça veut dire que dans ce pays ici, en dehors du budget de l'État, qui reçoit de l'argent pour l'intérêt de tout le monde, il y a des personnes qui ont de l'argent qui gardent chez eux, qui donneraient à n'importe qui. N'importe comment. Si nous étions dans un pays sérieux, ce qui se passe serait un grand scandale. Mais comme nos débats sont toujours individualisés, si on veut discuter de cette question de manière objective, de manière républicaine, vous allez entendre que chacun va intervenir pour défendre la personne derrière qui il mange, ainsi de suite. Le débat devient un débat des individus au lieu d'être les débats d'idées. Et ça, c'est dommage. Merci, monsieur Jean-Claude Katende. Votre mot de la fin pour nous séparer aujourd'hui par rapport à ceci? Non, vous remercier et dire à notre peuple que si nous voulons que la gouvernance de ce pays change, il est important que nous puissions tous nous engager. Il est important que nous puissions nous départir de nos couleurs politiques, de nos couleurs tribales et nous battre pour que la gestion du pays puisse aller dans la bonne direction. Le président Tshisekedi a des bonnes initiatives, des fois qui sont compromises par certains actes que lui-même ou d'autres proches à lui posent, mais nous devons faire en sorte que nous puissions rester éveillés quand il les acclamer et l'encourager à aller de l'avant, et quand il fait de mauvaises choses, que nous puissions les lui dire et faire des propositions pour améliorer. Ok, merci beaucoup et bonne journée. Merci. Ok, vous avez suivi avec toute attention, avec tout intérêt, le temps que nous avons partagé avec Maître Jean-Claude Katende, qui est le président de la ZADO. Je sais que vous êtes là, prêt à réagir. Vous pouvez réagir en suivant cette émission en nous laissant un commentaire ou soit en écrivant sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. La société civile, c'est les gendarmes de l'action publique. Pourquoi pas réagir quand il y a une bonne ou une mauvaise chose. Et je vous dis merci à vous tous qui nous suivez de partout. Si vous avez aimé ces images, dites merci à Joseph Boudi qui était derrière la caméra et dites merci à Jacques Ananguia qui est à la réalisation et au montage. Merci à Bella Dinganga à partir de Londres, notre queen, notre number one. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas tous vous citer. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Votre trésor retrouve très prochainement. Ciao.